Aujourd'hui, nous partons dans le thème des thérapeutes, coachs et psy. Nous accueillons Anita Pinato, une immigrée italienne arrivée en France à l'adolescence. Cette passionnée de danse qui, vous allez le voir, parle de façon nette et directe, va nous révéler dans cet épisode comment est née sa vocation à l'âge de 5 ans et demi, quel domaine a-t-elle exercé de façon pro aux USA, as-tu un arbre généalogique maudit, décryptage de la systémique familiale, vous verrez ce que c'est, les coulisses d'un coaching pro avec un dirigeant du CAC 40. On va voir également pourquoi elle n'aime pas le terme de coach de vie. On va voir également la raison pour laquelle le développement personnel est obsolète en 2023. Nous allons voir quelle est la chose qui rend fou si on ne le comprend pas et on conclura évidemment, comme chaque semaine, vous le savez, avec le portrait chinois de la semaine. Découvrons sans plus tarder Anita Pinato. Bonne écoute. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Prod. Du coup, je te propose qu'on rentre directement dans le sujet. Anita, peux-tu te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Waouh! Alors, ça va être acrobatique, hein, parce que 30 années dans l'accompagnement, je vais prendre des raccourcis quand même, hein, je vais aller en diagonale. Qu'est-ce que je peux te dire? Est-ce que je te dis qui je suis, ce que je fais? De toute façon, c'est le même débat. Je suis engagée dans l'accompagnement depuis toujours. En fait, tu vois, de famille d'immigrés italiens. Je te laisse imaginer les repas dominicaux avec la main comme ça sur l'oreille et on chante et on boit, on mange et puis on pleure aussi. Hein. Pas moi, hein. Moi j'étais haute comme la table de la salle à manger. Et puis comment ça m'est venu? Écoute, ça m'est venu en regardant toute cette lignée, tu sais, grand-père, grand-mère, les tantes, des machins. Il y avait une table qui n'en finissait plus et ça chantait beaucoup. Ça chantait en harmonie, puisqu'il y avait pas mal de chanteurs dans ma famille, des chanteurs d'opéra. Et moi, je les regardais vraiment comme des zombies. Non, mais je comprends pas, parce que chanter, c'est joyeux. Pourquoi ils pleurent? Et je devais avoir 5 ans et demi, 6 ans, et je me suis dit, ce jour-là, et c'est tombé à la verticale dans mes bottines, un jour, je les soignerai tous. Ah ouais. Et j'ai tenu ma promesse. C'est une vocation qui est là depuis toute petite. Depuis la tendre enfance. Ouais. Je suis ravi qu'on parle d'accompagnement. Les soigner de quoi, du coup, exactement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je sentais de la mélancolie, je sentais le déracinement, je sentais, bon, moi je l'ai vécu aussi, hein, dans les écoles, spaghetti, macaroni, enfin tu vois. Et en fait, c'était très bien, j'avais déjà le sens de la transformation, parce que je lisais les dictionnaires tous les soirs. J'étais dans 2 classes supérieures alors que j'étais toute pitchoune. Bon, j'ai fait mon intéressante, quoi. Mais ça m'a aidé dans le sens où il fallait que je m'adapte. Et moi, j'arrivais d'Italie et puis j'ai parlé français très vite. Et enfin, tu vois, tout ça, ce sont des moteurs quand tu décides d'en faire quelque chose. Mais c'était pas évident. C'était pas évident. Du coup, ta langue maternelle, Comment? Ta langue maternelle, c'est l'italien ou le français? L'italien. Italien, ouais. Okay. L'italien. Et moi, c'était très récent, hein, que je sois là. Je me suis vite exilée à Paris. Possiamo fare l'interview nell'Italia? Ah oui. J'ai un peu perdu. Ah oui, la prochaine fois, on le fait en italien. Ouais. Ça serait top. Bon, là, elle sera très courte, l'interview, à mon avis. Si on le fait en italien, on aura plus de choses à faire en japonais aussi. Je te soufflerai. Avec plaisir. Je suis ravi qu'on parle d'accompagnement sur cet épisode parce que avec Christopher, souvent, on parle de 1, 2, 3 business, donc de techniques marketing pour les personnes qui sont entrepreneurs ou apprentis entrepreneurs. Là, avec toi, aujourd'hui, j'ai bien l'impression qu'on va aller dans un cran plus profond, peut-être, à parler de coaching, d'accompagnement, peut-être de sphères qu'on maîtrise moins. Donc, on se remet psychologique. à toi. Ouais, totalement. Est-ce que tu veux nous toucher 2 mots là-dessus, justement? Oui. Alors, écoute, j'ai eu 1000 vies.
Et très tôt, comme on parlait pas beaucoup hein, dans la famille, donc je parlais pas beaucoup, mais j'étais très émotionnelle, j'étais très introvertie, très créative et je cherchais, j'ai toujours aimé la connaissance, je parlais très tôt de psychologie. Bon, puis pour moi, c'était un univers, je vais dire, inaccessible. Donc, comme je parlais pas, je dansais beaucoup. Toujours beaucoup dansé, beaucoup chanté. Donc, je suis montée à Paris et très tôt, très pitchoune, hein, j'ai voulu mon indépendance et je dansais. Donc, j'allais danser dans le Marais, je dansais, je passais la journée à danser. J'étais dans des studios de danse professionnels. Je travaillais le soir dans un restaurant pour payer mon petit loyer de mon petit studio. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'aller très rapidement aux États-Unis. Tu sais, entre danseurs, entre gens du spectacle, on communiquait pas mal à l'époque, il n'y avait pas Facebook. Et je suis allée à Palo Alto, dans les studios Elvin Ailey, où là, non seulement tu danses, mais tu fais des percussions, tu apprends à chanter, tu apprends la comédie, etc. Et c'était vraiment magique pour moi, tu vois. Palo Alto, c'était pas encore le creuset du développement personnel. C'est pas la Silicon Valley, tu vois. Et j'ai découvert le développement personnel là-bas. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je suis rentrée à Paris. Et rue de la Pompe, à côté du Trocadéro, je garde ma voiture en double fil et j'aperçois. Tu me parlais d'audace tout à l'heure, l'autre jour, tu vois, je t'ai parlé d'audace. Je pense qu'il y avait un peu d'inconscience aussi, mais peu importe. Et je vois des parkings à louer. 300 mètres carrés de parking à louer. Et je dis, voilà, je descends et je prends. Et je vais faire des studios de danse. Je vais créer des studios de danse. Donc, c'est ce que j'ai fait à peu près 1 mois et demi après. Tu vois, des mirelèges partout. J'avais des copains qui venaient nettoyer les lavabos, les loges et tout ça. Et puis, j'ai utilisé des parkings. Et j'ai donné des cours de danse classique, de danse de barre au sol, de danse jazz, pendant une quinzaine d'années. Et j'ai adoré ça. Et je ne savais pas que j'étais déjà entrepreneur. Et surtout, je ne savais pas, j'ignorais totalement que la façon dont j'enseignais la danse était déjà hautement thérapeutique. Alors, dans ton enseignement, si je peux me permettre, il y avait ce côté thérapeutique, mais pour le côté entrepreneur, se garer en double fil, voir 300 mètres de carrés de parking et les acheter pour ensuite faire des locaux et ensuite donner des cours de danse, il y avait quand même de l'entrepreneuriat là-dessous. Il y avait surtout de l'indépendance. J'avais une soif et une faim d'autonomie et d'indépendance. Tu vois, comme lorsque tu veux sortir d'un cercle, lorsque tu veux sortir d'un clan. Et j'ai jamais pu imaginer autre chose, en fait. Tu vois, je me suis jamais imaginé dans une structure, avec des collaborateurs, avec une hiérarchie, ça ne m'était jamais traversé l'esprit, tu vois, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Donc, pour moi, c'était évident. Tu vois, c'était évident de faire ça et ça marchait fort bien. Et c'est là où j'ai pris conscience des injonctions du mental sur le corps. Donc tu disais que tes danses avaient pour vertu thérapeutique. Oui. Comment tu t'en as aperçu? Est-ce que c'était tes clients ou clientes qui te l'ont suggéré? Comment ça t'est venu Non, déjà à l'époque, c'était juste de l'observation. Tu vois, je trouvais que le mental rétrécissait l'action. Le mental était très puissant par rapport au corps. Tu vois, je montrais un mouvement, je montrais une variation, et les filles, elles faisaient oh là là, on n'y arrivera jamais. Mais ça, c'était le mental qui disait ça. Parce que dès lors qu'elles s'entraînaient, elles le faisaient, peut-être pas tout de suite, mais elles y arrivaient 2 ou 3 semaines après. Deuxièmement, il y avait la notion de miroir. J'observais que certaines filles n'osaient pas se regarder dans le miroir, alors qu'en danse, le miroir, c'est un outil, c'est juste pour te positionner dans l'espace. Donc, deuxième, tu vois, indice thérapeutique, parce que là, on parle d'effet miroir, par exemple, en thérapie. Et puis, le fait que finalement, la confiance en soi, c'était un muscle. J'ai tout de suite imaginé que c'était un muscle. Parce que ta jambe, tu la lèves là, tu la lèves là, tu la lèves là. Tu fabriques de la confiance. Et puis que tu ne peux pas tricher avec le corps. Tu as beau dire oui, 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 je vais le faire, je vais la mettre ici, la jambe. Si ton corps n'est pas prêt et s'il ne veut pas, eh bien rien ne se passe.
Donc c'était ça le côté thérapeutique. Et puis aussi, je voyais ces filles qui se libéraient, tu vois, qui se redressaient. Tout au début des cours, elles arrivaient avec des bodys noirs ou des grands t-shirts pour cacher leur corps. Et petit à petit, elles, tu vois, elles s'apprêtaient pour venir. Elles étaient fières d'elles, elles prenaient de l'assurance. Je Et vois une ça, réelle c'est... transformation au Oui, cours de l'année. oui, tu vois. Et bon, moi, j'étais pitchoune et je regardais ça en me disant, mais c'est magnifique cette assurance, cette ouverture du corps, cette ouverture aux autres, et puis la confiance, tu vois. Et je leur disais déjà à l'époque, ne danse pas dans ta tête, danse avec ton corps, tu vois, parce que ton mental, il n'a rien à voir. Si tu dis, je ne vais pas y arriver, bah, effectivement, tu risques de ne pas y arriver. Et tu n'as pas besoin de ton mental pour danser. Tu as besoin d'entrer dans ton corps et tu as besoin de l'animer, de le mettre en mouvement, tu vois. Alors, on a fait quelques plateaux télé, bon, on a eu nos petites heures de gloire, on passait chez De Chavannes le matin, tu sais, je sais plus quoi, c'est mieux le matin, ou un truc comme ça, avec toute mon équipe. Et c'était rigolo, en fait, c'était vraiment hyper joyeux. Et, euh, et je travaillais comme si j'avais pas besoin d'argent, en fait. Parce que je travaillais pas. Parce que Une j'étais en vocation. musique. Mais oui, C'était une j'étais en vocation. musique. Tu t'imagines un métier? J'étais en musique toute la journée, j'écoutais de la musique. On avait des radios, Radio Nova, qui nous venaient nous apporter les vinyles, tu sais. Bon. Ah, c'était un univers. Puis j'ai gardé des très belles relations de cette époque. Tu vois, on avait une bande de petits jeunes, genre Florent Pagny, Je connais Mathilde pas. Amet, tout ça dans les studios. C'était cool quand même, tu vois. C'était cool. Bon, ce qui était moins cool, c'est que ça fumait des pétards dans les vestiaires, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà. C'est On la mettait du Tout thérapeutie dans le parfum. externe. package. On mettait du parfum après, je savais même pas ce que c'était. Ça fait pas partie de la thérapie, du coup, les pétards? Je croyais, hein. Bon, écoute, un jour, on en a trouvé dans les vestiaires, donc tu vois, on a Oh. imaginé, effectivement, tu vois. Hmm. Il paraît que ça détend les muscles, tu vois. C'est peut-être ça, Donc hein. ça a duré 15 ans 15 du ans, coup. ouais, Et qu'est-ce qui a 15 fait ans. que ça a pris fin et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que je suis devenue maman et Ok. que ben, je travaillais 7 jours sur 7, que j'adorais ça, j'ai voulu juste faire un break. Et en fait, ce break, il m'a emmené ailleurs. Il m'a emmené ailleurs. J'ai fait un séminaire de développement personnel qui m'a vraiment secoué et qui m'a donné envie vraiment d'écouter ce que je m'étais dit en fait. Euh, et puis, pour moi, c'est une évidence de passer de prof de danse à psychothérapeute. C'est une évidence parce que bah, quand tu descends dans le corps, tu tu t'adresses à ton âme aussi. Et puis quand tu parles à ton âme, tu descends dans le corps. Donc pour moi, c'est évident. On m'a posé souvent la question. Bah, pour moi, c'est évident. L'unicité, c'est évident. Tu Tu le vois. faisais déjà finalement, c'est-à-dire que la danse, Oui. c'était un prétexte externe Voilà, pour une transformation interne. C'était un terrain de jeu. absolument. Oui. Et puis je me sentais pas équipée, tu vois. Bon, j'avais pas fait d'études particulières en psychothérapie, en psychologie. Bon, bien que je lisais énormément. J'étais papivore à l'époque et les interactions, tout ça, ça me parlait. J'essayais toujours de comprendre pourquoi cette personne réagit comme ça, pourquoi tant de souffrance, tant de dysfonctionnement, enfin, tu vois. Donc, je suis entrée dans une école européenne assez atypique à Paris, l'école des psychothérapies appliquées. Et j'ai fait 5 ans, j'ai fait un cursus de 5 ans. Pourquoi je dis atypique? Parce que déjà, on parlait, tu vois, des mémoires cellulaires, on parlait de neurosciences, de philosophie, parce que les philosophes étaient des grands thérapeutes, de physique quantique, etc. Enfin, c'était extraordinaire. Donc j'ai fait 5 ans là-bas. Et puis, à l'issue des 5 années, je suis devenue enseignante dans cette même école où bah, j'ai formé les futurs thérapeutes. Tu vois. Ok. Donc, bon, ça m'a rempli, ça m'a nourri. Entouré de pairs, entouré de référents éthiques, tu vois. Puis c'était un enseignement assez libre. On n'a Donc pas tu étais fait de que... retour en France à ce moment-là. Ah oui, oui, mais les studios déjà, j'étais rentrée hein, Ah d'accord. aux États-Unis. Oui, 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 les studios, oui, oui. Paris. Ok. Oui, oui, tout ça, ça s'est passé à Hmm. Paris. Ok. Mm. Voilà. Donc j'ouvre un cabinet euh, à la Concorde.
précisément. Puis je commence à recevoir mes premiers patients. À l'époque, hein, ça s'appelait des patients. Et je constate que, allez, 8 personnes sur 10 qui viennent me voir éprouvent vraiment une réelle souffrance dans leur milieu professionnel, dans leur lieu de travail, tu vois. Des ambiances assez délétères, tu vois, des conflits en interne. Et ils sont tous au bord du burn-out. Vraiment, 8 sur 10. 8 sur 10. Et c'est là où je me dis, finalement, il n'y a pas de clivage entre la vie pro et la vie perso. C'était des personnes qui étaient vraiment en grande, 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 grande souffrance. Et je me dis, c'est une bonne idée. Je vais intégrer les entreprises. Tu vois, apporter un peu d'oxygène à toutes ces personnes, apporter un peu de savoir-être, un peu de connaissance d'eux-mêmes pour mieux collaborer, pour mieux vivre, tout simplement, et puis adoucir les relations, tu vois. Et là, pour moi, c'était du bon sens. Et là, mon premier client, enfin, la première boîte dans laquelle je, je, Officier. j'entre, Intervient. ouais, enfin, non, j'y vais au culot, une boîte du CAC 40 quand même. Et là, on me dit, ah bah oui, mais Pinato, psychothérapeute en entreprise, on ne voit pas vraiment l'intérêt. Hein. Ils en avaient peut-être besoin, mais est-ce qu'ils le savaient? Oui, bah oui, mais on n'est pas fou, hein, tu vois. Et puis, si tu veux, tu vois, Meryl, ça remet en question plein de choses. Donc, non, 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 non. Et on m'a fait cette offense, on m'a dit, mais vous n'êtes pas coach pour pouvoir entrer, Ben oui, c'est dingue qu'on tu dise ça. vois. Bon, écoute, qu'à cela ne tienne. Donc, je suis allée m'ennuyer pendant 1 an dans une école de coaching à Paris, le week-end, tu vois, en me disant, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, je reviendrai. Ah, merci monsieur, je reviendrai. Et voilà, ce n'est qu'un au revoir. Et donc, je vais poser mes fesses dans une école de coaching, bon, dans laquelle je m'ennuie profondément. Et puis surtout, ce qui me choque beaucoup, ce sont les techniques d'apprentissage. Il n'y a pas de supervision, il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a pas de choses comme ça. Mais je me dis, j'ai une idée en tête, c'est que je reviendrai dans cette entreprise dans 1 an, quand j'aurai mis une casquette de coach sur ma casquette de psy. Et à l'intérieur, je ferai comme je veux, parce que c'est toujours de l'humain que tu accompagnes, quelle que soit la fonction, à mon sens. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Donc, comme je ne parle que de ce que j'expérimente, Tu et là, t'adresses pas aux dirigeants ou non, aux mais chargés de non, marketing, tu t'adresses à l'humain qui est derrière. ah non, 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 ça c'est pas ma spécificité, c'est pas du tout mon expertise, loin de là. En revanche, euh, je, je constate qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de désordre intérieur aussi, hein, chez les présidents de groupe, chez les dirigeants, chez les managers, dans les équipes, etc. Et je crée un programme sur la sensibilisation aux risques psychosociaux, tu vois. Ok. Et ça, je l'anime euh, je- en, sous la forme des coachings, je l'anime pendant 18 ans dans les grands groupes. 18 ans, ça a duré. Je suis Ça a déjà été un intervenu. peu mieux accueilli. Ah oui, mais c'était nécessaire. Et puis aussi la conduite du changement. Tu vois, quand tu sais ce que ça coûte, un changement qui n'est pas accompagné, en termes de questionnement, de burn-out et de mal-être, hein, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Et que ça ne communique pas du tout à l'intérieur. Et que tu as 450 salariés qui ne savent pas du tout à quelle sauce ils vont être mangés dans 1 mois. Tu vois. Donc il y a eu ça. Donc ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup le cabinet, plus les interventions en entreprise, puisque j'allais dans les sièges. Tu vois, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les avions, les trains, les gares, les hôtels, etc., etc. Donc ça faisait beaucoup. Et quels ont été les résultats, les bénéfices que tu as pu voir après ton passage justement dans cette entreprise? Comment s'en ressentait l'entreprise une fois que tu étais parti? Bah écoute, il renouvelait les contrats systématiquement pour toutes les équipes. Ok. Il y avait une vraie gourmandise en fait d'apprendre, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Effectivement, que ce soit dans les coachings de groupe ou les coachings individuels pour les dirigeants. Et puis je me suis formée en parallèle à la systémie
des organisations. Et je vais te donner un exemple très concret. Quand on faisait appel à moi pour une équipe, par exemple, tu vois, une équipe commerciale, ou voilà, bah, je demandais toujours à voir les managers avant. Parce qu'un manager qui n'est pas à sa juste place dans le système, bah, ça ne peut pas matcher avec l'équipe. Ça veut dire que chaque membre de l'équipe ne trouve pas sa place. Ok. Tu vois, c'est comme dans une famille. Si un père n'est pas à sa juste place, il y a un enfant qui va prendre la place. Et ça commence à... Tu vois. Et c'est là où ça dysfonctionne. Donc, oui, et puis c'était passionnant parce qu'on commençait à parler des risques psychosociaux. Mais il y avait des abus de langage, tu vois. Il y avait des personnes qui disaient, voilà, bah oui, je me fais harceler par mon collaborateur alors qu'il avait juste demandé 3 fois la même chose. Tu vois, quand on... Voilà, il y avait beaucoup de dysfonctionnement au niveau de la communication. Non, il ne te harcèle pas, il te demande juste quelque chose que tu n'as pas fait, mais c'est pas du harcèlement, tu vois. Mhm. Donc, c'était bien aussi de remettre de la clarté dans les vrais risques psychosociaux, qui coûtent une fortune à l'entreprise, hein, idem, tu vois. Donc, c'était pas toujours très bien vu, mais c'était nécessaire, parce que ça remet en question le système entier, tu vois. C'est ça, et surtout Mm. bah, dans le salariat en général, même si le chef il a tort, si le chef a dit il faut que ce soit comme ça, si le chef te dit ça c'est un carré, oui, bah, Mm. c'est un carré. Et si un psycho, Mm. Pas un carré? si quelqu'un comme toi vient et se dit mais non, je pense que c'est un triangle, bah, lui va se sentir mal vis-à-vis de son équipe, ce qui a tellement l'habitude d'être obéi que ouais, ça peut avoir du mal justement à... Oui, oui, il y a des dégâts collatéraux. Et oui, bah, comme tu dis à très juste titre, hein, Christopher, si le dirigeant n'est pas au clair et refuse de voir certaines choses, et si mais il a besoin d'apprendre aussi. Mhm. J'ai eu quand même des clients magnifiques qui découvraient, oui, on peut s'exprimer différemment, oui, on peut faire preuve d'empathie, oui, tu vois, c'était vraiment la base, tu vois. Sans Oui, perdre de son autorité. Tu vois, il y a aussi cet sans, enjeu-là. au contraire, Mm. bien au contraire, c'était humaniser des relations qui étaient d'autant plus fructueuses dès lors que, tu vois, je leur apprenais la vulnérabilité, par exemple. Enfin, je leur apprenais, non, mais je les autorisais Mm. à se sentir vulnérables. Oui, derrière le costume, derrière le bureau présidentiel, il y a un petit bonhomme qui a ses questions, ses doutes, euh, ses propres traumas, ses propres peurs. Tu vois, ça, à ne jamais oublier. Et puis devant, bah, tu mets un masque parce que tu as une fonction. Et c'est là où ça commence à dysfonctionner, justement. Tu vois? Quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin d'aller en entreprise pour lui dire comment investir là-dessus, quoi que ce soit. Ça, c'est pas tout notre métier. Je suis vraiment très, Mhm. très mal placée pour ça. Et c'est vrai qu'il y a une grande confusion là-dessus. Hein, tu vois, alors tu coaches un dirigeant, ça veut dire que tu vas lui apprendre à gérer sa boîte. Non, non, pas du tout. Tu peux lui apprendre à gérer des équipes, des hommes, parce À que quoi ça c'est ressemble, pas... Hmm. excuse-moi, à quoi ça ressemble une heure avec un dirigeant de boîte pour l'accompagner? Oh, tu vas rire, tu vas sourire, mais ça reste entre nous. Ah bah, C'est ça pas filmé, sortira pas hein. d'ici, hein. Ça ressemble au départ à quelqu'un qui est effrayé On va croiser. à l'idée de savoir qu'il a droit à 15 séances de coaching et qui instinctivement et instantanément se dit oh là là, il y a un truc qui va pas. Or, dans les entreprises, on n'investit que sur les bons éléments. Donc, une fois que les RH ont compris que bah, le coaching, ouais, quand tu te fais coacher, ça fait quand même du bien, n'hésite pas à investir. Donc, il y a ça. Deuxième cas de figure, il y a la posture, à savoir que c'est l'entreprise qui Mm. règle les séances et non pas le dirigeant. Donc, il y a une voie du milieu à trouver parce qu'il n'investit pas de ses propres deniers. Tu vois, donc il y a parfois un sentiment d'illégitimité, parfois, euh, voilà, se cacher aussi. Alors, troisième cas de figure, elle est intéressante ta question. C'est, donc moi, tout bonnement, je pose des questions, voilà,
Je veux juste des réponses. Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne souhaitez pas aborder? Hmm. Alors, systématiquement, c'est oui, ma vie privée. Moi, je note vie privée. Et comment saurais-je que vous n'avez pas envie de répondre? Moi, je vous le dirai. D'accord? Alors, il me le dira. Ok. Je joue le jeu, tu vois. Parce que là, pour le coup, mon être humain, tu vois, savoir l'aborder. Et puis, cette même personne, au bout de la troisième séance, elle fond en larmes. Bien sûr. Alors, est-ce que tu vas lui dire, ah non, attendez, monsieur, machin, ah là là, vie privée, non, non, C'est sur le contrat, là, vous m'avez dit. Ouais, ouais. Et on avait dit pas la vie privée, hein. Ravale tes larmes, tout de suite. Mais Tu c'est vois? souvent ça. Combien de fois en coaching, on voit des gens qui prennent un coach pour stopper leur procrastination. 15 minutes plus tard, ils sont en train de parler de leur relation amoureuse parce que c'est ça dont ils ont besoin. Ben voilà, tu vois, quand il y a des grandes décisions à prendre, il y a toujours une référence aux codes familiaux. Ah, mon père aurait été tellement fier, sauf qu'il n'est plus là, etc. Bon, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu dis, ah non, 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 attendez, ça c'est votre vie privée, là, Ouh, c'est je suis pas là possible, hein. pour ça, monsieur. Ben voilà, donc, Mais non, Claire est tu dans la boîte? l'accompagnes. Non. Donc. mais, Pas dans mais celle-là, en tout cas. bah, c'est un leurre de cliver vie privée, vie perso. Tu peux pas être tout vert dans ta vie privée et tout rouge dans ta vie perso, ça n'existe plus, C'est ce ça. qu'on entend souvent en coaching, c'est que personne n'a de problème business, on a juste des problèmes business qui se reflètent, enfin des problèmes perso qui se reflètent dans le business. Absolument. Et c'est Donc, OK. donc tu Et c'est interviens OK. sur les... T'es pas en puzzle, quoi. Y a Mhm. pas, ou alors t'es psychopathe. Schizophrène, psychopathe. Mhm. T'as deux vies bien distinctes. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est pour ça, coach de vie, tout ça, pour moi, ça veut rien dire du tout, tu vois. C'est quoi qui te dérange dans le terme coach de vie? Parce que ça ne veut rien dire et ça ne signifie rien de ce que tu peux apporter. Et je ne sais pas à qui tu t'adresses. Tandis que toi, tu es coach en Alors moi, je suis psychothérapeute déjà à la base, mais des psychothérapeute. thérapies brèves et puis pas, tu vois, les croyances qui disent ah ça dure longtemps et tout. C'est vraiment des croyances assommantes. Et je jongle et je conjugue mes deux pratiques. Alors au départ, je n'utilisais pas le coaching. Et puis j'ai trouvé intéressant, j'ai eu le temps de m'amuser, hein, de pratiquer, d'expérimenter. Donc je conjugue un travail sur l'état intérieur et l'action. L'état intérieur qui est plutôt le côté thérapeutique, le côté psy, et l'action du coaching. Coaching. Et ça match très très bien. Et ça permet aussi des transformations profondes, durables, durables, parce que tout ce qui peut bloquer toute forme d'évolution ou de transformation, bah, c'est un poids lourd à l'intérieur que le coaching ne permet pas d'aller sonder si tu n'es pas équipé, tu vois, si tu n'es pas équipé d'outils et de process spécifiques. T'as beau demander à ton client de passer à l'action, de passer à l'action, de passer à l'action, bah, il ne passera pas à l'action. Et c'est dommage parce que toi, tu vas penser que tu n'es pas un bon coach, etc., etc. Donc, conjuguer les deux, déjà, je pense que c'est l'avenir de l'accompagnement. Et puis arrêter avec le dev perso, parce que ça fait quand même 25 ans, 30 ans, avec les injonctions du dev perso. C'est quoi ton avis Ouais. sur le développement personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui? Aujourd'hui, il est obsolète. À mon sens, il est obsolète. Et Qu'est-ce qui est dev obsolète? perso, c'est très bien parce que le dev perso, et puis son nom l'indique, hein, le dev personnel. Okay, le dev perso, il a permis effectivement d'allumer les premières strates de la conscience. Tu vois, quand le dev perso est sorti, bah donc Palo Alto, hein, quand même 25 ans, euh, les gens ont découvert, ouais, je peux prendre confiance en moi, oui, je peux m'affirmer, oui, je peux dire non, parce que quand je dis non, je me dis oui à moi-même, etc., etc. Tout ça, c'était du dev perso, tu vois. Et c'est OK. Simplement, il y a des dérives. Quand on te demande, alors que tu as une personne qui est désespérée face à toi et que tu lui demandes de pratiquer la psychologie positive, so what? Je peux pas Quand y tu lui croire. dis, mais non, attends, ça va passer, c'est parce que tu t'es fait un blocage, tu as des croyances. Ok, et alors il en fait quoi?
Ok. Ouais, en surface, on lui met un pansement, mais ça ne soigne pas la blessure à la Voilà. racine. Ou alors on lui donne, parce que j'en ai plein, des coachs, on lui donne 30 affirmations positives à À réciter tous les réciter matins. un Ave Maria, 30 citations de Ouais, développement personnel et c'est parti. voilà, voilà. Or, si tu veux, ça c'est très. J'en souris, mais j'ai pas tellement envie d'en sourire parce que c'est hyper néfaste. C'est une Parce dérive, que tu ça penses? fait. Oui. Alors, non, parce que ça a été utile, tu vois. Les gens se sont éveillés quand même. Et puis c'est génial que les clients soient plus exigeants. Je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Une transformation, c'est une transformation, c'est pas un Mhm, pansement, mhm. tu vois. Et ça fait des dégâts. Ça cause beaucoup de culpabilité, de honte chez le client parce que pourquoi j'y arrive pas, pourtant le coach m'a dit de, etc., etc. Tu vois, ça, ça, ça renvoie à des choses très difficiles pour les clients. C'est pire que de ne rien faire, tu vois. Très, Alors très- c'était bien le dev perso. La seule difficulté, c'est que ça n'est pas mis à jour. Il y a encore des coachs en psychologie positive. J'aimerais savoir à quoi ça ressemble, tu vois. Vraiment, je serais curieuse de, j'aimerais être une petite souris pour écouter ce qui se raconte en psychologie positive. Donc ça ne marche pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas été utile, je dis simplement qu'aujourd'hui, Ça il est marche plus. révolu, les méthodes sont révolues et devenues obsolètes. Tu veux du dev perso, tu tapes sur Google, tu trouves tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que c'est obsolète. Parce que c'est encore dans le bocal. Tu n'expérimentes rien. C'est pas en lisant des affirmations positives que tu vas expérimenter quelque chose dans le corps. Tu vois? Clairement, j'ai arrêté le présentiel il y a 4 ans. Alors évidemment, les réseaux sociaux, tout ça. Parfois, je lis des trucs, mais je me sens comme, tu sais, comme une vieille âme téléportée à la Fashion Week, tu vois, dans le dev perso. Je me dis, mais comment est-ce possible d'accompagner une personne en lui disant, mais attends, c'est tes blocages, c'est tes croyances. Ah bah c'est à toi de les travailler, c'est pas à moi de te dire quelles sont tes croyances. Un truc aussi, une aberration, à mon sens, hein, c'est quand je lis, on va couper tes croyances, on va dézinguer, on va dégommer tes croyances. Waouh! Ça veut dire qu'il y a des choses en toi qui sont pas bonnes et qu'il faut couper, dégommer, tu vois, Ouais, il y a un message en dézinguer, dessous. Ouais. alors que nous sommes tous parfaitement imparfaits et complets. Tu vois, la transformation, c'est d'arriver à une forme de complétude avec qui tu es, de là où tu pars, ce que tu transformes, et ce que tu expérimentes, et ce que tu intègres, et ce qui est bon pour toi. Tu vois, c'est comme la meilleure version de toi. Ça veut dire que ben, les versions précédentes, elles étaient toutes pourries. Et du coup, comment on fait du bon développement personnel en 2023? Ou plutôt, l'aspect du développement personnel, c'est un peu de faire les choses par nous-mêmes. Est-ce que ce que tu sous-entends, c'est qu'actuellement en 2023, c'est difficile de s'auto-soigner, entre guillemets, qu'il Oui, faut oui, forcément pas avoir un professionnel en face de soi pour y oui. parvenir? Oui, parce que tu es dans une confusion totale quand tu es dans la douleur et quand tu es la tétanie et quand tu n'arrives pas à passer à l'action. C'est une vraie douleur. Il ne faut pas minimiser les choses, c'est une vraie douleur. Tu as effectivement des croyances erronées, tu vois, qui te font dire, ah, mais c'est pas fait pour moi, ou alors moi je suis moins que les autres, tu vois, de comparaison, et puis tu redoutes le regard des autres. Euh, donc, ce que tu vas regarder, ce que tu vas observer de toi, ce sera toujours et encore au travers de tes propres filtres. Et, euh, et un accompagnant qui ne se fait pas accompagner, ben, j'y crois pas. Il ne croit pas. Moi, quand je marche dans une grotte, je vais me faire accompagner parce que c'est la moindre des choses. Parce que tu ne peux pas voir. Tu vois, c'est comme si tu te mettais. C'est comme d'accompagner des proches. Il y a un tel débordement émotionnel que tu ne peux pas voir. C'est trop proche. C'est comme si tu étais devant un écran de cinéma. Tu vois trouble. Un Donc, chirurgien du cœur ne peut pas s'opérer lui-même. c'est ça, Meryl. Exactement ça. C'est impossible. Donc, bien sûr, de faire appel à une personne extérieure. Tu ne peux pas être à la fois la personne qui se noie et le maître Le nageur qui sauveur. tend la perche. C'est Mais impossible. est-ce que les bouquins de dev perso qu'on trouve à la librairie,
même s'ils ne sont pas parfaits. Est-ce que c'est pas une petite bouée en attendant le maître nageur? Ça peut. Parce que Ça peut là, être un petit pansement. se faire Mm. accompagner, j'ai l'impression que c'est pour le top des dirigeants, ou en tout cas ceux qui ont une ambition, qui veulent vraiment avancer. Mais pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que un petit Dale Carnegie ou un petit Thomas d'Azembourg, ça peut pas faire du bien Oui, pour eux? oui. Ou est-ce que Je c'est suis Pierre d'accord, Plémieux? Meryl. Alors, je suis d'accord, Meryl. Cependant, pendant que tu lis, tu ne fais pas l'expérience. Ton corps ne comprend pas l'expérience parce que ça reste dans le mental. Tu vois, bien sûr que les bouquins, moi j'en ai acheté plein, bien sûr que les bouquins, euh, l'expérience, elle parle d'elle-même. Quand tu fais expérimenter quelque chose à un client, tu vois, que tu as toutes ces cellules qui cristallisent l'expérience et c'est là à vie, bah, comme les blessures. Hein. Pourquoi c'est si long? Parce qu'elles sont dans le corps, parce qu'elles ont cristallisé à un moment donné, parce qu'il y a peut-être un parent qui t'a mal parlé, etc., et que tu as ça dans ton corps depuis des années, bah, ce n'est pas les bouquins qui vont te permettre d'en sortir. Ça peut te donner une idée de, de, de ce que c'est, tu vois. Euh, mais ça ne sert à rien d'être un expert pour soigner une blessure. Tu n'as pas besoin d'être expert de ta blessure ou de ton blocage. Tu vois, Hmm. par exemple, dis-toi, je parle, tu vois, tu n'as pas besoin d'être un expert pour en sortir et la transformer. Parce que tu as des gens qui sont très experts, mais les clients, ah oui. Alors je sais que c'est ça, je sais que c'est de la frustration, je sais que c'est ça, mais ils sont toujours aussi mal. On n'a pas besoin d'experts. Ouais. Tu vois, le client, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour se former 10 ans pour soigner et transformer ce qu'il a à transformer. Tu vois. Quand tu as appris tout ce que tu as appris, que ce soit en psychologie, développement personnel, etc., Mm, tu parlais tout à l'heure, par exemple, de physique quantique, de philosophie, de mémoire de l'eau, et j'imagine que tu as parcouru des tonnes de concepts. C- euh, où est-ce que tu placerais ta limite? C'est-à-dire, à quel moment tu te dis, ça j'y crois pas, ça c'est trop perché, ça j'accepte. Tu vois, ouais. où est-ce que tu la mettrais? Ouais. Ben, trop perché, c'est quand il y a trop de blabla. De trucs mentaux, tu sais. J'ai parlé avec un ange. Euh, tu vois, les trucs de lumière, des choses comme ça. Enfin, euh, Ça, c'est un courant auquel tu n'adhères pas. j'ai un petit radar en fait, tu sais. Ma limite, ma limite, je vais te la dire très clairement, Meryl, parce que j'en ai une, c'est la demande de non-changement. Ok, tu peux en dire plus? Oui, c'est le client ou la cliente qui attend une baguette magique en fait, Hmm. et qui attend Un sauveur, que en fait. moi, ouais, et qui attend que moi je prenne une décision à sa place. Ça, je fais pas. C'est une miette pour moi. Et je le sens très très vite. Le client qui, bon, à la limite, tu vois, il a entendu quelqu'un qui lui a dit, ah, tu sais, tu devrais aller te faire accompagner, etc., etc. Donc il le fait, peut-être pour faire plaisir à son épouse, peut-être, et pourquoi pas, tu vois. Mais que tu sens, euh, tu sens qu'il n'y a rien qui a envie de bouger à l'intérieur parce que tu penses que c'est dangereux. Hmm. Donc c'est ok, hein, c'est sans jugement. Mais ça, je ne fais pas. Prendre des décisions à la place, alors, il y en a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup qui disent, mais alors, qu'est-ce que je fais? Mais alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tout l'intérêt du coaching et puis de la thérapie, c'est justement que la réponse vienne de toi et non pas de l'extérieur. C'est ça. C'est ça, et puis de mettre et le client qui met son pouvoir à l'extérieur. Hmm. Tu vois, ben, les gens qui s'effondrent en période de crise, les gens qui s'effondrent en période de confinement, etc. etc. Ah, c'est pas du tout un jugement, hein, je répète, hein. Mais c'est là où tu vois que, voilà, de renforcer quelque chose à l'intérieur pour pas que ça fasse écho, tu vois, à des vraies blessures. Et ben, ça prend un petit peu de temps, oui. Mais qu'est-ce qui prend du temps? Tu sais, parfois, ça me fait rire encore cette histoire de zone de confort. Faut sortir de ta zone de confort. Mais ta zone de confort, c'est quoi? C'est là où tu te dévalorises, c'est là où tu n'as pas confiance. Ça, c'est une zone de galère. C'est pas une zone de confort. Qu'est-ce qui est plus confortable? Qu'est-ce qui est plus confortable? De
de s'épanouir, d'être affirmé, d'avoir des relations saines. Ça, c'est confortable. Donc ta zone de confort, c'était pas vraiment une zone de confort. Là, tout l'intérêt, c'est de réaliser ça, de se dire, en fait, au début, tu vois plus de douleur à sortir de ta Mm. zone de confort que d'y rester. Et après avoir pesé le pour les contre avec toi, on voit plus de douleur à rester dans sa zone actuelle Mais que de s'en oui, sortir. mais oui. Est-ce que c'est confortable d'avoir un scénario répétitif? Que Mm. ce soit dans la vie perso, que ce soit dans la vie pro. Tu sais, ces trucs qui se répètent en permanence. Est-ce que c'est confortable, ça? Est-ce que c'est confortable de ne pas savoir qui tu es? Est-ce que c'est confortable de ne pas savoir cohabiter avec tes émotions, sachant qu'on en a tous et qu'on est des êtres essentiellement émotionnels? Ça, c'est la zone de galère. C'est pas du tout la zone de confort. Est-ce Donc, qu'il y a un concept de dev perso que tu as vu au cours des peut-être 10 dernières années et que tu t'es dit, tiens, ça fait du bien, ça, pour moi, c'est vrai. ouais, ouais, tout ce qui est transgénérationnel. J'adore les histoires de famille. Chaque famille est une histoire. Et je t'ai dit, je me suis formée à la systémie des organisations. Et puis j'ai eu une expertise de cœur. J'ai eu un choix de cœur que j'ajoute à mes accompagnements quand c'est nécessaire. C'est la systémie familiale. Alors, c'est quoi Systémie du coup la familiale. systémie Est-ce que tu peux nous donner une définition Ouais, plus... ouais. C'est au travers de constellations familiales en présentiel, de savoir, de vraiment faire la part entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Parce qu'on n'est pas sorti d'un tiroir. On Mhm. a tous un père et une mère qui ont un père et une mère. Un père et une mère, on a des frères, on a des sœurs, on a des grands-pères, tu vois. Et quand tu es arrivé au monde, il y avait un système qui était déjà en place avant toi. Le système éducatif, le système parental, tu vois, le système social, les amis de la famille, etc. Et tout ça, qu'on le veuille ou non, ça influence grandement notre devenir à nous en tant qu'enfants. Et ça, j'ai adoré ça. Je me suis formée à cette pratique euh, parce que c'est d'une limpidité de savoir ce qui t'appartient. Tu sais, Meryl, tu dois te poser la question pendant 20 ans, mais alors euh, pourquoi je prends des risques comme ça dans mon business? Pourquoi je tiens à ça? Pourquoi je tiens à ça? Pourquoi... Et tu t'aperçois que finalement, avec le recul, c'est toujours au même moment que ça capote, par exemple. Tu vois. Et tu crois que c'est toi. Et en fait, en cherchant, je te donne un exemple, hein, en cherchant dans ta famille, grâce à un outil très précis que je connais par cœur, ça c'est l'étude du système, avant que tu sois là, ben, on s'aperçoit qu'il y a un arrière-grand-oncle qui a fait exactement la même chose. Et toi, tu crois que c'est toi. Tu vois. Donc tous les fardeaux, toutes les loyautés aussi, la loyauté. Je ne peux pas gagner d'argent parce que je suis d'une famille pauvre. Toutes les loyautés, ou alors bah, je vais faire comme, je ne sais Loyauté, pas c'est qui, mais vouloir se montrer conforme à la famille qu'on a, c'est ça? être en loyauté à un clan, D'accord. oui. Ok. Ah oui, oui, parce que pour un enfant, il n'y a rien de pire que le rejet, c'est pire que la Hmm. mort. Donc il y a la conformité, il y a je vais faire ce qui fait plaisir à mes parents, etc., la suradaptation. Et puis, ou alors tu as un gamin qui sort d'une fratrie et qui devient le plus grand escroc de la Terre. On ne sait pas d'où il sort parce qu'il a été élevé dans la même famille, sauf Et que là, ça viendrait de plusieurs générations en amont? exactement. Mm. Exactement. Et ça prend pas des années, hein. Ça se fait en 1h30 en présentiel et c'est profondément libérateur. Profondément libérateur. C'est libérateur Là, parce qu'on comprend. Est-ce que ça justifie nos défauts? C'est quoi qui est libérateur? non, ce qui est libérateur, c'est de savoir que ça t'appartient pas en fait. Et là, du coup, est-ce que je me défausse pas de ma responsabilité en me disant que ça m'appartient pas? Non, parce que c'est réel, c'est factuel, enfin, c'est phénoménologique. Si tu veux, ce sont des phénomènes. On observe des phénomènes. On n'observe pas des opinions, des ressentis, des choses comme ça. Ce sont des phénomènes. C'est l'analyse des phénomènes. Tu vois? Et le fait de mettre le doigt dessus, est-ce que ça le fait disparaître ou qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a mis le La, doigt dessus? la plupart du temps, tu sais, je crois que ne pas comprendre comment on fonctionne, je pense que ça rend fou, en fait. Hmm. Ça rend fou. Parce que tu te dis, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je me fais coacher, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça rend dingue, tu vois. Et un jour, de comprendre, de conscientiser que
Ben oui, tonton machin, c'était un voyou, tu vois. Et donc, moi, peut-être que j'ai beaucoup aimé ce tonton et qu'à l'époque, je savais pas lire parce que j'étais petit. Ou, tu vois, un grand-père. Alors, on peut faire ce travail sur l'argent, sur l'amour, sur les relations conjugales, sur la confiance, sur une Chacun ses loyauté métiers. invisible, tu vois. La loyauté de la pauvreté, tu vois. Parce que nous, on ne fait pas partie des riches, etc., etc., tu vois. Ça, il y a un travail énorme qui se fait sur les conflits, sur les héritages fantômes, tu vois. T'as hérité, on te dit souvent, t'as hérité ça de ton père. Mais quoi exactement? Alors, le sourire, la gentillesse, etc. Ok, tout ça tu l'acceptes, mais de la même manière, tu as hérité autre chose. Et Et c'est ça, pas du tout, pardon, pardon, vas-y. c'est pas du tout pour faire le procès de la famille, hein, bien au contraire, hein, parce qu'il arrive à un certain âge où c'est vraiment plus raisonnable du tout d'être en conflit avec les siens, sachant qu'ils ont fait comme ils ont pu, Hmm. avec ce qu'ils ont reçu. Donc ça, c'est un postulat de base. Donc il n'est pas du tout question. Euh, il est simplement question pour la personne qui demande ce travail, bah oui, de se libérer d'un fardeau qui ne lui appartient pas en fait. Pas de le rejeter, mais de s'en libérer. Ça permet une autre compréhension, ça permet une autre préhension des situations, tu vois. Et comment c'est possible d'identifier des phénomènes qui ont eu lieu 3, 4 générations avant nous? Hum. Et écoute, je t'inviterai un jour. C'est là qu'il y a le petit côté mystérieux Non, c'est de pas. la méthode. Non, non, c'est pas par goût du mystère, c'est que ça ne s'explique pas. Ok. Un peu comme le human design ou des méthodes comme Ça, ça qu'on n'explique pas. ouais, non, ça ne s'explique pas, ça se vit, vraiment. Ça Et se vit. ouais. Hum. Est-ce que ces défauts proviennent plutôt de la génétique, de l'instinct, ou plutôt de l'éducation, etc. C'est-à-dire que un enfant adopté, est-ce qu'il va avoir tendance à avoir les défauts de sa famille de sang ou de sa famille de cœur? Très bonne question. Hmm. L'enfant adopté, il va aller vers l'amour. C'est ça, son besoin. De la même manière que l'enfant naturel. Ok. Moi, j'ai fait ce travail avec des personnes, justement, avec un monsieur. Ben, la dernière fois, c'était juste avant le confinement. Un monsieur qui voulait mettre un visage et retrouver sa maman biologique. D'accord. Et, euh, et là, il faut comprendre que le cerveau, pourquoi il y a autant de symboles, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le concret et le symbolique. Hein, tu vois, toutes les religions, les symboles, etc. Et donc, c'est un travail aussi symbolique. Et mettre une maman symbolique dans le cœur d'un jeune homme qui a besoin de rencontrer sa maman biologique, ben, ça change tout. Donc il On a peut retrouvé travailler sa ça. maman biologique, mais à travers plus un symbole. Il l'a retrouvé sous une autre forme en tout cas. Oui, mais il l'a retrouvé. Et je peux te dire que ça change. Alors, tu vois, Christopher, c'est pas des défauts, hein. Il ne s'agit pas de défauts. Tu sais, Non, de parfois, traits de caractère, disons. oui, j'entends bien. Mais tu sais, parfois, tu as entendu déjà des gens qui disent, je trouve pas ma place dans mon couple, dans l'entreprise, avec mes collègues, ou dans le monde, ou dans ma vie. Je trouve pas ma place. Ben, ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient du fait que dans le système familial qui est en place, ben, il n'y a pas de place pour ce petit garçon ou cette petite fille. Et c'est du ressenti. Et, euh, et c'est très très fort. Mm, mm. J'ai Je vous inviterai un jour. adoré cette Je vous invite- partie très volontiers, pour qu'on puisse Ouais, aller plus loin que vraiment. ça. Eh ben, rappelle-le-moi parce que je vais en faire une bientôt à Paris. Et dans la retraite, là, je vais en faire pendant 2 jours aussi. Mais c'est fascinant. Vraiment, je vous inviterai avec grand, grand, grand plaisir. La dernière question que j'avais notée, c'était peut-être ton outil préféré en consultation. Tu nous as peut-être répondu avec l'outil transgénérationnel. Est-ce que tu en as un Oui. autre? Oui, ben, tous ceux que j'utilise. Le travail sur les ombres, le travail sur les émotions, le travail sur le vécu, le travail sur la connaissance de soi. Il y a plein. Oui, oui. Tout est complémentaire. Il n'y a pas un outil que je préfère le plus. Tout est complémentaire. Et puis, tu sais, chaque client est unique.
Hmm. Donc c'est une histoire à lui tout seul, un client, quoi. C'est un voyage à part entière. Le vécu et les rêves, les talents cachés. Ouais, c'est une histoire à part entière. Surtout quand tu fais du sur-mesure. Et il y a 3 ans, sur le web, j'ai créé une formation pour les futurs coachs. Avec tout ça à l'intérieur. Dont la personne qui nous a mis en relation, Meryl. Qui a été un super coach sortant du programme. Un n'en point Mm, douter. mm. Juste avant de terminer cet échange, Anita, Déjà? est-ce que tu serais OK de faire un petit jeu avec nous? Ah oui, j'adore jouer. Mm. Tu connais On le parle pas portrait de chinois? jeux psychologiques. Non, non. Non, C'est mais chouette ça va être un aussi, hein, profil psychologique, plus ou moins. On va te poser une petite dizaine de questions. C'est le Ouais. jeu du portrait chinois. Tu Ah, connais vite le système. Tu veux ouvrir le bal, Christopher? Oui, alors, Avec l'habituel. si, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Tu peux do- justifier ou pas, c'est libre à toi. un dauphin. OK? Dauphin, ok. C'est rieur, c'est joueur. Comment? C'est rieur, c'est joueur, c'est intelligent. Ah, c'est empathique, c'est tendre, c'est coquin, ouais, Il c'est paraît qu'ils sont malin, pas c'est aussi sages joueur. qu'ils en ont l'air, mais c'est encore un autre débat. Oui, oui, oui. Enfin, ceux qui sont, tu sais, aux Bahamas, là, et tu y vas, et ils t'attendent, et machin, bon, c'est sûr. T'as déjà Mais câliné des ouais, dauphins? ah Trop ouais, bien. ah ouais. Princess, elle s'appelait. Si tu étais une émotion, La joie. Si tu Mm. étais une plante, Mm, une plante. c'est spécifique. Waouh. ça peut être une fleur, ça peut être un arbre, ça peut être... Ah, j'aimerais ça. Végétal. Je serais un arbre, je serais un ginkgo biloba. C'est très haut, ça, non? C'est très haut, ouais. Ouais. C'est pas Pour l'arbre aller le plus grand du toucher. monde ou Mm, ça me dit quelque chose? mm. Pour aller toucher les étoiles. Mm. Et une plante, bah regarde, j'ai une orchidée là, j'adore les orchidées. Mm. Si tu étais un objet du quotidien, Une clé. hmm, Intéressant. Si tu étais une pierre précieuse, Le diamant, ma pierre préférée. instinctivement, diamant. Une roqueuse. si tu étais un film ou une série, Un film, La vita è bella. en VO du coup, enfin VI, Mm, d'accord. mm. C'est uniquement en italien ou c'est en français ce film? Il a été traduit en français, ouais. Traduit. Ouais, j'aime bien la philosophie de ce film qui dit est-ce que est-ce que c'est ce qui est beau qui est vrai ou est-ce que c'est ce qui est vrai qui est beau? Hmm, Benigni. Mm. bene. Si tu étais une chanson, Prego. Mm. Tu as dit si tu étais une chanson, pardon. une chanson? Voilà, tellement. Unstoppable. Là, voilà, récemment. Sia. Ouais, elle est entraînante celle-ci. Si tu étais une célébrité autre que Sia, Sharon Stone ou Euh, Lady Gaga. ok. J'hésite entre les deux parce qu'elle est italienne, hein. Ah ouais? Lady Gaga? Ah, Oui, Stéphanie. oui, oui, elle est italienne. Ah, ok. Mhm. Ah, Lady, c'est... Et Qu'est-ce qu'on peut conclure comme question? Euh, alors, le super pouvoir? Oui, c'est pas mal. Si tu étais un super pouvoir, lequel serais-tu? Tu peux en inventer un si tu le souhaites. La mouritude. Hmm. Et ça fait quoi la mouritude? Ça fait beaucoup d'amour. Ça donne beaucoup d'amour. Question Ok. bonus, si tu étais un commentaire sous ce podcast, Oh, c'est très méta, hein. ouais. Bah, je me suis fait 2 potes. Ok.
J'adore. Merci beaucoup Deux pour voisins. deux voisins en plus, deux potes nordistes. Formidable. On va faire la fête du voisin bientôt. C'était un plaisir d'avoir cet épisode un chouïa reposant, un chouïa onirique avec toi. C'est le terme qui me vient. Merci. C'était un plaisir, Anita, de t'accueillir. Et pour ceux qui nous écoutent, évidemment, on se retrouve jeudi prochain avec un nouvel invité, jeudi 10h comme d'habitude. Si vous avez aimé, laissez-le nous savoir. Laissez-nous un commentaire sur ce podcast. Vous aussi, faites-vous des potes, dites-le nous. Allez les copains. Dans tous les cas, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci Où beaucoup. est-ce qu'on peut te retrouver, Anita? Merci Christopher. Alors, j'ai un groupe privé, Alchimie Space, Ok. et mon profil perso, bon, qui est tout nouveau, récent, parce que mes comptes ont été piratés, méchamment piratés, tous. Donc voilà, je redémarre de zéro, Ok. la petite nouvelle. On va C'est vous dans la mettre évidemment description. les liens dans la description, Anita effectivement. Pinato, ouais. Merci d'avoir été avec nous, Anita. Ça Merci, a été un super moment ouais, moi agréable. aussi. On a pas mal échangé et voilà, ton univers fait plaisir à découvrir. Et j'espère que nos auditeurs pensent la même chose. N'hésitez pas à nous donner vos retours sous les commentaires, les amis. Arrivederci. Merci Christopher. Bye, ciao ciao. Ciao, ciao tout le monde. Ci vediamo.